Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors merci déjà de vous être inscrits à ce webinaire. Donc on a été à peu près 50 personnes inscrites au webinaire. Donc c'est plutôt rassurant de voir que le sujet intéresse. Donc tout le monde n'a probablement pas pu se connecter. Comme je l'ai dit à certains avant de démarrer, il y aura un replay. Donc la vidéo est en cours d'enregistrement. Donc vos questions aussi, hein, si vous prenez la parole à la fin, vos questions seront enregistrées et vos questions seront aussi diffusées sur le replay. Donc, alors avant de commencer, déjà, je voudrais faire un petit clin d'œil, parce qu'en fait, l'écosystème blockchain en France, c'est quand même assez petit, donc on est quand même assez fiers quand on a des partenaires qui obtiennent des résultats comme ils l'ont eu. Donc TheBitex, c'est un exchange français, donc c'est une plateforme sur laquelle on peut acheter des crypto-monnaies ou en vendre, ou échanger des crypto-monnaies contre d'autres. Donc gros clin d'œil à TheBitex et à Christopher et toute son équipe qui, le 30 mars, donc c'est avant-hier, ont obtenu, il me semble que c'est le treizième enregistrement PSAN. Donc ils sont officiellement enregistrés PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers, ce qui leur donne le droit maintenant donc d'exercer leur métier en toute légalité. Et donc du coup ils sont de nouveau de retour sur notre site, donc vous pouvez facilement aller voir le lien pour vous inscrire directement sur le site de frenchico.com/exchange. Alors, concernant la société French ICO, donc courte présentation, j'introduis quand même le sujet NFT en vous parlant de French ICO. Donc French ICO, c'est une société marseillaise qui a été créée en 2018, donc par mon associé et cofondateur Frédéric Gilles et moi-même. Donc notre premier métier, c'est de la levée de fonds en crypto-monnaie, donc la réalisation d'ICO, mais pas que, parce qu'en fait ICO veut dire Utility Token, mais aussi on peut très bien réaliser du STO ou de la tokenisation en général. Finalement, ce qui définit le cadre juridique du token, qu'il soit ICO ou qu'il soit utilitaire ou qu'il soit un actif financier, c'est simplement le document juridique qui est associé au jeton. Donc on a levé, alors c'était surtout un exercice pédagogique que l'on a fait au moment où on a fait notre ICO. On avait eu un objectif de 100 000 euros, donc on a atteint notre objectif. On a levé 575 Ether en juin 2020. Donc on a été la première société française d'ailleurs à obtenir le visa de l'autorité des marchés financiers dans le cadre de notre ICO. Alors à l'époque, en juin, quand l'ICO s'est terminé, on avait levé l'équivalent de 100... Alors je vais enlever ma caméra, pardon, qui vous gêne probablement. Voilà. Donc on a levé l'équivalent de 100 000 euros en juin et aujourd'hui, vu la flambée de l'Ether, on a ce qui correspond à peu près à 800 000 euros à ce jour. Donc aujourd'hui, on est une société qui est plutôt sereine au niveau trésorerie. Donc tant mieux, c'est ce qui nous permet d'avancer sur nos projets et de nouveaux projets, dont les NFT dont je vais vous parler. Donc on a trois métiers, on a la levée de fonds en crypto-monnaie, on a donc les NFT et on a aussi la possibilité, et on le fait de plus en plus, du développement sur mesure de smart contracts où on réalise beaucoup en ce moment de POC ou des MVP pour des entreprises qui cherchent à mettre en place de la technologie blockchain dans leurs activités. Avant de commencer sur le NFT, je présente souvent ce slide, ceux qui ont l'habitude de participer à mes webinaires, vous le voyez régulièrement. Mais il est important. Donc Bitcoin 2008, donc je vais aller très vite. Bitcoin 2008, ce qui est important dans le cadre des NFT, entre autres, et de tout ce qui est en train de se passer actuellement sur les crypto-monnaies, c'est Ethereum. Depuis 2015, grâce à Ethereum, on peut intégrer dans la blockchain du code informatique. Alors on appelle ça smart contract. Souvent ça peut porter à confusion parce qu'il y a contract dedans et souvent on associe contrat à des documents juridiques. Ça n'a rien à voir. En fait, un smart contract, c'est un code informatique qui peut être intégré dans la blockchain. Donc plus simplement pour ceux qui ne sont pas développeurs, un code informatique, c'est quoi? C'est une opération mathématique automatique qui dit que, par exemple, lorsque A plus B égale 8, eh ben, j'envoie 4 à telle personne et j'envoie 4 à une autre personne. Ça, c'est par exemple un code informatique qui peut être injecté dans la blockchain. Et il est immuable. À partir du moment où il est dans la blockchain, on ne peut plus le changer. C'est-à-dire que si on a codé que A plus B s'il est égal à 8, 4 vont ici et 4 vont là, ça ne peut pas être changé. Donc c'est un des intérêts de la blockchain. Et dans cette blockchain, Ethereum, on peut donc intégrer du code.
Depuis 90, alors ça c'est vraiment pour l'introduction, hein, je vous rassure, il y a encore 2 slides et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. En, Depuis 90, depuis Internet, en fait, transférer de l'information n'a jamais été aussi simple. Alors évidemment pour ceux qui connaissaient à l'époque, qui étaient là en 90, euh, on avait l'habitude d'envoyer du courrier par la poste, ça prenait un certain temps, l'aller, retour, etc. Maintenant, effectivement, on ne peut plus se passer d'Internet pour envoyer un email, et même mieux encore, regardez, on est en visio, c'est instantané, vous pouvez être connecté à l'autre bout du monde et vous participez à la visio en temps réel. Ça, c'est ce qu'a apporté Internet. Malgré les critiques à l'époque qui avaient lieu, eh bien Internet existe toujours aujourd'hui et au contraire même est devenu incontournable. C'est-à-dire que si demain on nous coupe Internet, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient très malheureux. Mais c'est intéressant de faire la comparaison entre Internet et le Bitcoin, puisque finalement on est confronté aujourd'hui à pas mal de critiques du Bitcoin ou de la crypto-monnaie en général. Ça commence à se démocratiser, donc du coup les mentalités changent. Mais clairement, depuis 2008, donc depuis l'arrivée du Bitcoin, transférer de la valeur, et c'est vraiment l'objet du jour, c'est transférer de la valeur n'a jamais été aussi simple. Et je crois que le NFT en est le bon exemple. Alors pourquoi on parle des NFT aujourd'hui? Alors vous avez certainement entendu parler des NFT ces dernières semaines. C'est la grosse mode en ce moment sur les crypto-monnaies. Alors, petit clin d'œil aussi au Journal du Coin. Donc, c'est un article qui est sorti dans le Journal du Coin. Il y a eu un premier NFT Ethereum qui a été vendu par Christie's, qui a été vendu 69 millions de dollars. Alors, on verra après, ça peut être effectivement des vrais chiffres ou des chiffres un peu manipulés ou des fakes. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui fait parler des NFT, c'est cette facilité d'échanger des choses ou de créer de la valeur et de l'échanger à la vitesse d'Internet en quelques secondes. Un autre exemple, donc Jack Dorsey, qui vend son tout premier tweet pour 2,9 millions de dollars. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on parle finalement, on parle aujourd'hui des NFT, parce que les NFT intéressent les gens de par leur facilité d'échanger ou de tokeniser de la valeur. Alors concrètement, il y a 2 types de jetons qui existent. Il y a 2 types je vais juste vérifier si l'enregistrement est en train de bien se passer. Oui, tout va bien. Il y a 2 types de jetons qui existent. Alors il y en a d'autres, hein, mais les plus importants aujourd'hui qui existent sur Ethereum, c'est les jetons fongibles et les jetons non fongibles. Alors les jetons non fongibles, ça va être l'objet du jour, c'est les NFT. Les jetons fongibles, c'est quoi? C'est un jeton, c'est un token qui est interchangeable. Alors ça veut dire quoi? Ou pour prendre un exemple concret, par exemple, le Bitcoin est un jeton, l'Ether est un jeton. C'est-à-dire qu'un Ether égale un Ether égale un autre Ether. C'est-à-dire que chaque jeton est interchangeable. Ils ont la même valeur. Ils ne contiennent pas de données spécifiques, mais par contre, ils ont de la valeur. Par exemple, l'euro digital, celui que vous avez dans vos téléphones quand vous payez en sans contact, ou même celui que vous avez dans votre carte bleue, c'est aussi finalement un jeton. On pourrait dire que l'euro est un jeton. Le non fongible, c'est un jeton qui est unique. C'est-à-dire que lui, pour le coup, il ne peut pas être échangé contre un autre jeton. Alors, on va prendre un exemple. On peut avoir une société qui s'appelle French ICO, qui peut très bien créer un token non fongible qui va s'appeler French ICO 1, French ICO 2, French ICO 3, etc. Et le 1 n'est pas le même que le 2, c'est-à-dire qu'il ne contient pas les mêmes informations. Alors, on verra après par la suite. Alors l'exemple des cartes est très intéressant puisque finalement on le voit, c'était à l'époque les cartes de... Alors j'ai pas fait exprès de prendre une carte de Marseille, je m'en rends compte à l'instant, mais c'est assez amusant. En fait les cartes Magix ou les cartes de Panini de l'époque qu'on s'échangeait dans les cours de récré, eh ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que chaque carte est vraiment unique. Et chaque carte a des caractéristiques spécifiques. Ou dans les cas des cartes Magic, par exemple, une carte Magic offre certains pouvoirs ou certains avantages quand on la possède. Le NFT, c'est pareil. Alors, on s'est dématérialisé, il n'y a pas de carte physique, mais c'est un jeton qui circule via Internet. Et dedans, le NFT, on peut y mettre des caractéristiques, des informations. Donc on l'appelle aussi ERC 721. Alors ça c'est une petite dédicace pour ceux qui sont un peu plus dans le code. Donc ne retenez pas forcément ce chiffre, ça n'a pas grand intérêt pour les gens qui ne sont pas spécialisés de la blockchain. Mais retenez que c'est un jeton non fongible. Alors ce qui est important, là je cherche aussi à vous sensibiliser, c'est
qu'aujourd'hui, il existe de plus en plus de NFT qui se lancent, parce que c'est un effet de mode et qu'il y en a aussi qui surfent beaucoup sur la mode du NFT. C'est un code informatique qui existe en open source sur Internet, qui est téléchargeable et qui est utilisable. Il faut aussi connaître un minimum en code pour pouvoir le programmer, mais on le prend, on fait un copier-coller et on peut créer un ERC 721. Aujourd'hui, cet ERC 721, c'est ce jeton non fongible, il est vide, c'est-à-dire c'est la base même du jeton non fongible, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc ceux qui sont un petit peu plus malins, il y a des sociétés qui utilisent la technologie NFT, mais qui vont rajouter de la valeur ajoutée dans leur jeton. Donc on va pouvoir rajouter du contenu, on va pouvoir rajouter des informations qui vont faire que ce token va réellement avoir une valeur. On va le voir après. Et c'est notre cas avec notre NFT+, donc c'est un NFT qui est paramétrable, dans lequel on a rajouté des informations, on rajoute des paramètres qui ne sont pas dans le code source initial, qui est finalement assez basique, mais c'est normal, il a juste besoin d'être, le code basique en open source a juste besoin d'être amélioré et d'être amélioré en fonction des secteurs d'activité et de ce que l'on veut en faire. Donc notre NFT+, qu'est-ce que c'est? C'est un non fongible, c'est un token non fongible paramétrable. Alors c'est-à-dire que le jeton traditionnel, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on télécharge et qu'on peut programmer depuis le code open source, il aura juste une caractéristique qui l'identifie, c'est juste un numéro unique. C'est-à-dire qu'un jeton NFT, il va avoir un numéro 1, 2, 3, etc. C'est des numéros qui suivent. Nous, on rajoute dans nos NFT un ADN, c'est-à-dire que c'est un ADN qui est spécifique. Donc c'est un peu comme l'ADN humain, il n'y a pas deux ADN identiques. Donc aujourd'hui, dans nos NFT, on rajoute un ADN. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on crée ça, mais c'est-à-dire qu'on a un code informatique qui est spécifique à nos jetons. Et on peut y ajouter des paramètres. Ces paramètres qui sont configurés par l'émetteur du jeton. Donc on prendra des exemples après. Ça peut être un créateur de bijoux ou un artiste, donc c'est l'émetteur. Il va rajouter des caractéristiques dans son jeton qui sont spécifiques à son œuvre ou à son produit. Ensuite, ce jeton, finalement, c'est quoi? C'est une clé d'accès. Alors, ça peut donner accès à des données publiques. Bon, alors, pour le coup, c'est pas une caractéristique, c'est pas un privilège. Mais par contre, les vrais privilèges du NFT, c'est de donner des accès privés. C'est-à-dire que si vous possédez un jeton, il peut donner des accès privés. Et nous, nos jetons, ils sont directement connectés ou ils sont connectables en tout cas, à des données d'IoT, c'est-à-dire de la température, la vitesse d'un véhicule en mouvement, des coordonnées GPS, etc. Et ça peut servir à différents secteurs d'activité tels que le gaming, le transport. On peut donner aussi des accès à des webcams, c'est-à-dire des webcams qui peuvent être uniquement accessibles à celui qui possède le NFT. Ça, on va prendre, je vais donner des exemples tout à l'heure. Dans le cas de la musique, par exemple, une webcam qui serait positionnée dans le studio d'enregistrement du musicien. Et seules les personnes qui possèdent le jeton pourraient accéder à cette caméra, etc., etc. Des données, des accès à des drives sur lesquels on peut accéder à des fichiers, mais on ne peut accéder à ces fichiers uniquement si on possède le jeton, etc., etc. Donc en fait, retenez que le jeton NFT est une clé spécifique, unique. C'est-à-dire qu'avec cette clé, on peut ouvrir certaines choses. Et avec une autre clé, on ne peut pas ouvrir les mêmes choses. Donc chaque jeton est bien différent d'un autre. Alors évidemment, nos NFT, mais ça, comme tous les NFT d'ailleurs, sont échangeables et vendables sur des plateformes, sur notre plateforme entre autres, que je vais vous présenter après. Et nous, on a voulu, parce que je pense qu'on anticipe une chose qui va arriver, c'est qu'on anticipe les futures réglementations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer un token chez nous si on n'est pas certifié, c'est-à-dire que si on n'est pas enregistré sur notre plateforme, et même dans certains cas, si on n'a pas laissé nos pièces d'identité, c'est-à-dire que si on n'a pas fait les KYC AML, on ne peut pas créer de NFT. Ensuite, pareil pour les acheteurs, c'est-à-dire que les personnes qui pourront acheter des NFT+, donc French ICO, devront être avant enregistrées sur notre plateforme. On anticipe, à mon avis, une réglementation qui devrait arriver, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu libre d'accès, les NFT, n'importe qui peut acheter un NFT à n'importe qui. Et nous, dans notre process, on va demander et imposer que les personnes acheteurs ou émetteurs soient validés. L'exemple du vin, donc alors il y en a plein, j'ai pris celui-ci puisque actuellement on est en train de travailler avec différents domaines viticoles.
Et on va tokeniser, alors si vous nous suivez un petit peu, ça court en juin, je pense, on va tokeniser une première bouteille de vin. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc déjà, je ne vais pas vous parler de blockchain. On va arrêter maintenant dans tous les webinaires que je vous fais. Je ne vais plus vous parler de blockchain, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est que quand on parle aujourd'hui d'Internet ou qu'on parle de e-commerce, on ne parle pas de TCP/IP. Alors donc la blockchain, on va oublier. Et moi, ce que je souhaite le mieux à la blockchain, c'est qu'on n'entende plus parler de blockchain, mais qu'on parle des usages. Donc on va aller directement dans l'usage. Donc une bouteille de vin. Voilà, une bouteille de vin physique, c'est un produit physique. On peut très bien, ce qu'on va faire, on va tokeniser une bouteille de vin. C'est-à-dire qu'on va créer un token qui est l'image d'une bouteille spécifique, une année spécifique, qui est dans la cave du château. Donc la bouteille reste dans la cave du château, mais le jeton, lui, peut passer de main en main et peut s'échanger contre valeur, forcément. C'est-à-dire qu'il peut s'échanger en fonction de l'offre et de la demande. Le gros intérêt dans le vin, c'est que le vin, il reste au château, donc il n'est pas dégradé. C'est-à-dire que la bouteille, elle reste à température, elle reste sous contrôle d'humidité, et surtout, elle n'est pas manipulée dans tous les sens. Et encore mieux, c'est que le vin n'est pas aspiré, n'est donc pas volé pour être remplacé par un autre. C'est ce qui se passe beaucoup dans le marché du vin. Donc là, aujourd'hui, celui qui va posséder le jeton, il est sûr que le jeton sera échangeable à tout moment contre une bouteille qui sort du château et qui n'a jamais circulé ailleurs après. Donc, est vraiment de source sûre. L'avantage d'un jeton numérique, contrairement à une bouteille physique, c'est que le jeton, il peut circuler à la vitesse d'Internet. C'est-à-dire que si demain, donc j'achète mon jeton au château, demain, je vends mon jeton, je peux le vendre à n'importe quelle personne dans le monde entier. À la vitesse d'Internet, c'est-à-dire quelques secondes, mon jeton va être vendu à une personne qui est à l'étranger. Cette personne peut décider d'échanger tout de suite son jeton contre la bouteille de vin en question, ou peut aussi décider de conserver ce jeton et de le revendre, etc. Ou voire même, puisqu'on va le voir après, il pourra accéder à des informations privées concernant la bouteille. C'est-à-dire qu'il pourra très bien recevoir en instantané le dernier rapport d'un audit qui a été fait sur le vin en question, etc. Donc du coup, peut-être que son jeton va prendre de la valeur, donc il peut le garder un certain temps et le revendre au bout de X mois, par exemple, à un nouvel acquéreur. Donc soit il le vend, soit il le garde, soit il l'échange contre la bouteille physique. Donc l'avantage d'un jeton, contrairement à un certificat papier, parce que vous me direz, on pourrait très bien faire ça avec un certificat papier, on envoie un email, ça y est, et puis on fait suivre. Non, un jeton blockchain est un jeton cryptographié, c'est-à-dire qu'il est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas copier un jeton, un NFT. Alors que le jeton est unique, c'est-à-dire que personne ne peut créer un faux jeton de cette fameuse bouteille de vin. Côté détenteur du jeton, comment ça se passe? Donc le détenteur du jeton, lui, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, il va avoir des accès, il va avoir des accès à des données privées. Alors ce que je suis en train de vous expliquer là pour le vin, ça peut marcher pour, vous verrez après, je vais vous lister un tas d'activités possibles, mais ça peut marcher pour d'autres secteurs d'activité. Donc le détenteur du jeton, il va avoir accès à des données privées, comme par exemple en temps réel, puisque c'est connecté à de l'IoT, peut avoir des informations telles que la température en temps réel de la cave, ou de l'hygrométrie, ou de la géolocalisation du vin. Donc là, vous voyez, je viens de lâcher une information. On travaille avec des vins de Bandol en ce moment. On peut avoir la quantité de bouteilles qui restent en cave aussi. Ça, c'est important parce que le viticulteur, lui, continue à vendre ses bouteilles, mais son stock diminue. Et donc, du coup, comme son stock en cave diminue, forcément, la bouteille de cette cuvée va prendre de la valeur. Donc, le jeton, potentiellement, peut prendre de la valeur. Donc ça, c'est des données qui peuvent être accessibles privées ou des données publiques. Donc, plus on va donner de privilèges, finalement, à celui qui détient le jeton, et plus on va donner de la valeur au jeton. Côté viticulteur, alors l'intérêt, je vais essayer de vous le lire rapidement. En général, j'aime pas trop les slides où il y a beaucoup de texte, mais bon. Donc le vin n'est pas dénaturé lorsque sa valeur circule autour du monde. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est important parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir des vols, etc. Donc c'est le point d'après. Dégradation, pas de risque de dégradation ou de vol du vin lors du transport. Il est possible de prévendre, et ça c'est un vrai avantage pour les viticulteurs, de prévendre le vin dès qu'il est en foudre. C'est-à-dire que le vin doit rester en cuve un certain nombre d'années avant d'être vendu. Donc là aujourd'hui c'est un gros avantage pour lui, pour son fond de roulement, puisque ce vin qui est en foudre finalement c'est de l'immobilisation. On pourrait très bien vendre
c'est ce qui va se faire. On peut très bien vendre les tokens avant même que le vin soit commercialisé. L'avantage, c'est qu'évidemment, on le vend un peu moins cher, mais que c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que si le rapport d'audit du vin en question, ou si le vin finalement est un bon vin, bah, celui qui a acheté le jeton au moment où le vin était en foudre peut gagner de l'argent. Possibilité de proposer des accès privés aux détenteurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien voir la webcam qui filme en permanence la bouteille en question qui est dans un château, pourquoi pas. Et surtout les données, dans le cadre du vin, ce qui est intéressant, c'est les données en temps réel. Le jeton est un outil marketing évidemment, donc ça permettra de faire connaître aussi le vin dans le monde entier, ne serait-ce que juste par l'échange de jetons. Ensuite, c'est facile d'échanger un jeton contre la bouteille physique en un clic, c'est-à-dire que le jeton physique, celui qui possède le jeton pourra contacter en un clic le château, lui dire bah, moi voilà, je suis le détenteur du jeton, je ne veux pas revendre ce jeton, moi je suis plutôt un amateur de vin, je veux échanger la bouteille physique contre mon jeton. Et donc il y a aussi un gros avantage, pas de conversion monétaire, c'est-à-dire qu'un étranger qui voudrait acheter une bouteille de vin qui se vend en euros, s'il voulait acheter en euros, il faudrait qu'il fasse la conversion de sa devise nationale vers l'euro. Donc tout ça, c'est des process qui sont longs et qui sont coûteux, alors que là, non. En restant en crypto-monnaie, les échanges se font à la vitesse de l'Internet. Marché secondaire, parce que c'est ça, c'est bien d'avoir un marché primaire, mais pour que le jeton puisse ensuite circuler et se vendre, il faut qu'il y ait un marché secondaire. Donc là, c'est tout ce que l'on va mettre en place et que vous découvrirez de façon très opérationnelle à partir de juin. C'est notre plateforme. Donc voilà, on aura sur le site internet un visuel. Donc déjà, vous l'avez déjà, hein, c'est déjà en place. On peut déjà créer des certificats sur notre plateforme. On ne peut pas encore faire les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères sont possibles qu'à partir de juin. Donc aujourd'hui, vous avez chaque token sont en fait illustrés par une carte. On a trouvé que l'idée de la carte, la représentation de la carte était intéressante. Donc la face recto, la face verso, la description d'un produit et le visuel du produit. Ensuite la fiche, c'est-à-dire quand on clique sur cette carte, on va ouvrir le détail du produit. Donc là on retrouvera le logo, c'est déjà le cas, hein, on retrouve le logo du domaine, en l'occurrence, la catégorie, etc. Bon, je vais passer les détails, et on peut acheter ce jeton. Donc on peut avant même on peut l'acheter ou le vendre. Donc on peut regarder le détail, donc on peut voir le détail de la bouteille et on peut contacter le créateur. Donc le créateur, en l'occurrence ici, ça serait le propriétaire du domaine. Et quand on dit contacter le propriétaire, c'est contacter le propriétaire qui possède le jeton. Donc celui qui n'a pas le jeton, mais qui visualise la fiche du jeton pourra à tout moment contacter le propriétaire du domaine, donc c'est-à-dire l'émetteur du jeton, ou le propriétaire, celui qui possède le jeton. Alors ça sera de façon totalement anonyme, c'est-à-dire qu'en cliquant ici, ça envoie automatiquement un email au créateur ou au propriétaire qui précise que telle personne veut rentrer en contact avec lui et que s'il veut répondre à l'email, qu'il fasse répondre avec historique. Voilà. Donc, mais l'intérêt, c'est qu'on garde quand même confidentiel les coordonnées du créateur et du propriétaire. Une enchère, c'est très simple via la blockchain, c'est-à-dire que le token sera facilement achetable via les enchères. Donc avec une date de début, une date de fin, une mise à prix qui est fixée par le vendeur, le prix d'une vente immédiate, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint le plafond ou si on l'achète à ce prix-là, immédiatement le jeton est vendu, l'enchère s'arrête. Et puis après un petit indicateur comme la dernière enchère et le nombre d'enchères actuellement en cours. Pour enchérir, c'est simple, on met un montant, on fait enchérir et l'enchère se fait. Si on veut faire un achat immédiat, c'est-à-dire au prix de vente immédiate, on peut le faire et là, le jeton, il n'y a plus d'enchère, l'enchère s'arrête et la vente est faite immédiatement. Voilà, donc je vais passer directement au visuel alors après, on peut transférer le jeton, enfin voilà, donc pour celui qui possède le jeton, alors celui qui veut déclencher une vente aux enchères, c'est pas uniquement celui qui a créé le jeton, hein, c'est pas uniquement, dans le cadre du vin, c'est pas uniquement le propriétaire du domaine, ça peut être celui qui possède le jeton, c'est-à-dire que ce jeton a été vendu une première fois par le domaine à quelqu'un, et cette nouvelle personne peut redéclencher une vente aux enchères, à un prix meilleur, voire à un prix moindre, hein, ça dépend. Si finalement il n'arrive pas à se débarrasser de son token parce que le token a perdu de la valeur, il peut aussi décider de le vendre à un prix moindre.
mais il peut aussi surtout prendre de la valeur. Et ensuite, on a un tas, bon, là, ça c'est très codé, mais on peut accéder à des données confidentielles. Et ça, les données confidentielles, c'est directement des données qui vont être accessibles directement sur le site du domaine. Voilà. Donc ça, c'est ça notre NFT+, c'est des caractéristiques supplémentaires qu'on vient rajouter au jeton. Si on prend le code open source en fait, qu'on trouve pour un jeton NFT, il est dénué de tout ça, il n'y a pas tout ça. Donc nous, ce qu'on apporte à nos NFT+, c'est des données spécifiques. Le créateur du jeton, donc l'émetteur du jeton, donc en l'occurrence dans le cadre du vin, ça serait le domaine, le propriétaire du domaine, peut donner accès à des données confidentielles. Mais aussi, ce qu'on rajoute dans notre jeton, on propose aussi au détenteur du jeton, celui qui le possède, de rajouter aussi lui-même des caractéristiques s'il le veut. Alors, par exemple, on peut, celui qui possède le jeton à l'instant T peut très bien rajouter un message confidentiel qui va circuler, et au moment où il va atterrir dans les mains d'un nouvel acquéreur, ce nouvel acquéreur pourra lire le message et remplacer ce message par un autre, entre autres. Mais il pourra aussi, s'il le veut, donner des accès directement à son propre site ou même à des informations qui lui concernent, même des informations qui sont connectées à l'extérieur, hein, avec de l'IoT, des températures, etc. Et on a à la fin aussi la possibilité, évidemment, puisque le papier plaît toujours, c'est qu'on a la possibilité d'éditer un certificat papier du token, dans le cas où on veut l'envoyer à quelqu'un, et en scannant ce QR code, en fait, on arrive directement sur le jeton et sur notre site. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que notre site, c'est juste une interface qui permet de communiquer avec la blockchain. Le token existe toujours, il est gravé dans la blockchain. Même si demain, Franchise.io, on ne le souhaite pas, mais même si demain, la plateforme Franchise.io venait à disparaître, le token est toujours là. Donc le token sera toujours exploitable et le token existera toujours. Ça, c'est très important. C'est deux choses décorrélées. Il faut bien dire que notre plateforme, notre site internet est juste une interface qui permet de communiquer et d'afficher des informations que contient le jeton. D'autres exemples, le luxe. Alors on travaille aussi avec quelques acteurs du luxe nationaux, donc pour la traçabilité tout simplement dans le domaine des bijoux, de la chaussure, enfin du luxe en général. Chaque jeton peut être une preuve un certificat d'authenticité aussi. C'est-à-dire que si je possède une montre et que je possède le jeton aussi, ça veut dire que je suis bien le propriétaire. Par contre, si je me fais voler ma montre et que ce voleur décide de la revendre, si lui-même n'a du coup pas le jeton, il ne pourra pas prouver qu'il est officiellement le propriétaire de cet objet. Et ça peut aussi donner du coup des accès incroyables, par exemple à des ventes privées ou des données confidentielles sur les prochains produits qui vont arriver. Enfin, tout est possible, il n'y a pas de limite. Dans le domaine de la musique, alors ça pareil, on a quelques artistes, entre autres locaux, qui nous ont contactés, et là il y a des vraies idées. C'est-à-dire qu'on peut évidemment protéger une musique, donc ça c'est simple, hein. On peut protéger la musique dans un fichier, donc déjà ça va lui permettre d'être propriétaire de son œuvre et ne pas se faire voler sa musique si jamais il venait à la diffuser sur YouTube par exemple. Et il peut donner aussi accès à tous ceux qui détiennent son jeton, il peut donner des accès à sa webcam, par exemple la webcam de son studio d'enregistrement. C'est un vrai privilège pour celui qui détient finalement le jeton. Donc il aura la chance de pouvoir découvrir son artiste préféré en live, en plein studio d'enregistrement. Et ça peut aussi donner la possibilité des rencontres privilégiées avec les artistes, etc. Enfin bref, il n'y a pas de limite. Et on peut aussi tokeniser des instruments de musique. Un musicien qui veut tokeniser sa guitare, son instrument de musique quelconque, ou même ses costumes, il peut le faire. Et donc, c'est le token qui va circuler. L'artiste continue à conserver l'instrument de musique et à le porter sur lui, jusqu'au jour où le détenteur du jeton dit « moi, maintenant, j'aimerais avoir la guitare qui est mienne, en fait, puisque j'en détiens le jeton, donc je voudrais la guitare. » Voilà. Dans l'art, même principe, hein, je pense que vous avez très vite compris, c'est que l'art, on peut créer, on peut tokeniser aussi des œuvres d'art physiques ou dématérialisées, donc ça peut être des photos ou alors des œuvres d'art physiques qui sont tokenisées. L'œuvre physique, oui, pardon, reste dans le showroom, reste dans le musée. Par contre, c'est le token qui circule. Et en fait, on est propriétaire d'une œuvre qui reste au musée, encore une fois, qui est protégée,
on est sûr que c'est l'œuvre originale parce que c'est le musée quand même qui engage sa responsabilité. Donc c'est l'œuvre, on est propriétaire de l'œuvre originale. Et il n'y a pas de copies qui peuvent, enfin, il n'y a pas de risque de falsification ou de fausses œuvres qui pourraient être vendues finalement. Et on peut donner aussi des accès à la webcam du showroom, enfin on peut faire un tas de choses. Dans le cadre du cinéma, pareil, les costumes, les décors, aujourd'hui, les costumes et les décors ne sont pas vendus forcément aux enchères ou au cas exceptionnel. Là, on pourrait très bien tokeniser les costumes. C'est-à-dire que le producteur qui a besoin d'argent pour lancer son film, il peut très bien dire, voilà, ben moi je vais tokeniser tous mes costumes, tous mes décors, je vends les tokens aujourd'hui. Par contre, les produits ne seront récupérables que dans 6 mois, dans un an, quand mon film sera fini. Mais par contre, à partir du moment où vous détenez le jeton, vous êtes propriétaire de tel ou tel ou tel ou tel article. L'intérêt, c'est qu'un producteur qui n'est pas forcément connu, par exemple, pourrait utiliser cette méthode. Donc, il va pouvoir financer ses décors, ses costumes, en vendant ses jetons. Alors, peut-être au prix de revient de son costume, mais si demain, le film devient un succès, certainement que le costume va prendre de la valeur. Donc, le jeton va prendre de la valeur. Donc, il y a ceux qui vont acheter les jetons juste pour gagner de l'argent, et il y a ceux qui vont acheter les jetons parce que c'est des fans de la série ou qui sont fans du film et qui veulent échanger le jeton contre l'objet physique. Donc il y aura toujours les deux publics. Il y aura celui qui n'est pas intéressé forcément par le film, mais par contre il se dit, moi j'achète le jeton aujourd'hui parce que je pense que ça sera un succès et donc je vendrai mon jeton beaucoup plus cher que le prix que je l'ai acheté. Les jeux vidéo, alors là c'est encore plus flagrant, c'est-à-dire que les jeux vidéo, enfin plus flagrant comme tous les autres exemples, mais ça peut être des clés, le NFT peut être des clés qui permettent d'activer des codes, et donc c'est des codes qui peuvent donner des accès à des nouvelles armes, des nouvelles potions magiques, des nouveaux accessoires dans un jeu. Ça peut être aussi des passages secrets, ça peut être des clés pour ouvrir des accès, ça peut être un tas de choses en fait. Et quand on possède le jeton, et ça peut même être un jeton qui peut prendre de la valeur au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que si c'est un jeton qui représente par exemple une arme spécifique dans un jeu de super-héros, peut-être qu'au fur et à mesure que des combats vont être gagnés, ce jeton peut prendre de la valeur. Et donc ce jeton, du coup, prendra de la valeur et donc prendra de la valeur dans le jeu, mais prendra aussi une valeur vénale. Donc c'est intéressant dans le jeu vidéo aussi. Voilà, donc merci beaucoup. Écoutez, il est 13h38, j'ai largement tenu le timing. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je veux bien y répondre. Alors soit vous me les écrivez dans le chat, soit vous prenez la parole. Je pense que vous avez juste à activer votre micro et je veux bien y répondre en live avec grand plaisir. Sinon, n'hésitez pas à me recontacter, voici mes coordonnées. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire, donc vous êtes les bienvenus. Je vous écoute si vous avez des questions. Oui, bonjour Christophe, c'est Olivier. Bonjour. J'avais une question un petit peu technique sur le NFT+. C'est important qu'il y ait de la liquidité, donc que le NFT circule bien sur toute la planète. Et je voulais savoir si le NFT+, était un protocole qui était compatible avec les portefeuilles crypto. Ah oui, alors totalement. C'est un NFT, alors pour parler technique, c'est un ERC 721 dans lequel on rajoute en fait des paramètres supplémentaires. Mais c'est un ERC 721. Il est même compatible, pour ceux qui connaissent, il est compatible avec OpenSea. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le token, on peut le consulter sur la plateforme OpenSea et il est compatible. C'est un ERC 721. Donc concrètement, ça veut dire que si j'ai un portefeuille crypto et que je suis propriétaire d'une bouteille de Bandol, ouais. Ce que je vois dans mon portefeuille, c'est la photo de la bouteille. Alors, ce que vous verrez dans votre portefeuille, c'est le jeton. Mais par contre, si vous arrivez sur notre site, parce qu'en fait, notre site, c'est juste une interface qui permet d'afficher des choses, eh ben, vous verrez tout ce que contient votre jeton. Mais dans votre portefeuille, ça sera écrit, alors nous, ça s'appelle des certificats. Donc, ça sera un certificat -1 ou -2 ou -3. C'est le numéro du certificat. Mais dans ce jeton, il y a des informations qui sont spécifiques au jeton. Je ne sais pas si je suis clair. Mais dans des portefeuilles comme MetaMask, comme Engine, est-ce que vous gérez… Ah oui, oui, ils sont compatibles. Vous le verrez sur MetaMask, vous le verrez sur… Là, on voit les objets concrètement, c'est ça que je veux dire. Visuellement, l'expérience utilisateur est agréable. Alors sur MetaMask, on ne voit pas… Avec cette expérience-là. Sur MetaMask, on ne voit pas l'objet physique. Sur aucun wallet, même sur Trust Wallet, qui est plutôt assez un wallet sur téléphone portable,
qui lui compatible NFT, on peut même envoyer les NFT directement depuis le wallet. On ne voit pas l'objet physique dedans. Après, il faut forcément passer par une plateforme telle que la nôtre qui va projeter à l'écran en fait ce que contient le jeton. Ouais, enfin, il y a des wallets de jeux qui affichent maintenant, mais je pense que ça va arriver dans MetaMask, hein. Oui, en plus, Mais ça va arriver dans a MetaMask. priori, vous avez la donnée de toute façon dans le jeton, donc Alors, de c'est toute qu'une façon, nous, on histoire a la de donnée temps. dans le jeton, on utilise le protocole OpenSea, et je pense que comme le protocole OpenSea est devenu quasi, comment dire, il s'est généralisé. Aujourd'hui, nos jetons sont de toute façon compatibles ERC 721 et toutes les plateformes d'affichage de NFT, si on peut dire comme ça. Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, j'ai une petite question. C'est Antoine, du coup, de chez Eon NFT. Oui. Donc, j'avais une question sur les standards. Donc, vous avez dit que vous utilisez le standard ERC 721. Mhm. Est-ce que vous comptez utiliser à l'avenir le standard ERC 1155? Alors non, pas pour l'instant. Y a pas de raison, on n'a pas de réponse toute faite à ça, mais aujourd'hui on a le RC 721 qui est, Ok. qui est très largement compatible avec beaucoup de choses, donc on l'a simplement, on va dire, amélioré. Mais non, voilà. J'ai pas besoin de dire D'accord. plus. Pour l'instant, on reste sur le RC 721. Après, par contre, en fonction des besoins de nos clients, puisque là, il y a de plus en plus de besoins qui s'expriment. Depuis qu'on communique sur le NFT+, on a énormément d'échanges. Mhm. Donc, s'il faut s'adapter, on s'adaptera, oui. Ok. Non, c'était juste pour savoir parce que ça promet quand même pas mal de possibilités en termes de scalabilité plus que le RC 721. Mm. En termes de réduction des coûts aussi pour fabrication du token ou même l'envoi. Tout à fait. Donc voilà. Donc j'avais une autre question Oui. concernant votre plateforme d'enchères. Donc quels moyens de paiement vont être acceptés dessus? Si c'est uniquement des moyens crypto ou si vous comptez accepter de la monnaie fiduciaire? Alors non, dans un Enfin, de la monnaie fiat. c'est même pas dans un premier temps. Comme on utilise la technologie des smart contracts, on va utiliser que la technologie Ethereum ou BSC. Si jamais on venait à passer sur Binance Smart Chain, pour Ouais. ceux qui connaissent un peu. Ok. Donc pour l'instant on est sur Ethereum, donc on va utiliser que des jetons Ethereum, donc de l'Ether dans un premier temps. Et ensuite on va certainement utiliser du FICO. Alors là je vous donne une info un peu en off, donc ça restera entre nous. Bon, la vidéo va être en replay donc. Mais en fait on va certainement aussi offrir des privilèges à ceux qui payent avec nos jetons, nos FICO. Nous on a Ok. tout intérêt en fait à créer de la liquidité, à créer un intérêt autour de notre jeton à nous. Donc typiquement tous ceux qui vont participer aux enchères et qui vont avoir en stack par exemple un certain nombre de jetons FICO pourront avoir des avantages tarifaires. Bon, je ne veux pas rentrer plus dans le détail. On pourra accepter du USDT, du DAI, donc des stablecoins. Donc de toute façon tout ce qui est jetons ERC 720, ERC20 ou Ether seront acceptés sur nos smart contracts. Ok, très bien. Voilà. Et donc votre plateforme de vente aux enchères, elle sera en nom propre franchise IO ou Oui. elle sera utilisable en marque blanche? Non, pour l'instant, Bonne question. alors on nous l'a déjà posé la question. Alors pourquoi Ouais. alors la réponse est quasi faite, hein. C'est que nous l'intérêt de passer par notre plateforme, c'est que bon, nous, pour petit rappel, on a été la première société à obtenir le visa de l'AMF pour notre ICO. Et en partie pourquoi? Parce qu'on est très compliance. C'est-à-dire qu'on utilise des protocoles KYC qui sont agréés par l'AMF. Et donc on veut aussi appliquer ces critères KYC pour nos NFT. Donc si on commence à faire d'une marque blanche, c'est-à-dire que quelqu'un achète notre produit et le met sur son site, faut recommencer tout à zéro. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils mettent en place un protocole KYC, etc. Donc nous, je pense qu'une de nos valeurs ajoutées, c'est le fait qu'on soit compliance et que justement, on ne peut acheter ou créer des jetons que si on est enregistré et voire même si on a fait les KYC. Alors pourquoi on veut faire ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les NFT, ça part un peu dans tous les sens. Il est facile de télécharger un GIF animé sur Internet, d'en créer un NFT et le vendre. Voilà, je caricature un peu, mais c'est pas loin d'être ça. Et donc, en fait, n'importe qui peut créer, n'importe qui peut acheter. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de rendre un petit peu plus ça professionnel. Et c'est-à-dire que tous ceux qui vont créer des tokens chez nous, ça ne sera que des sociétés qui seront officiellement déclarées. Voilà. Donc, on ne fera Ok, pas très de... bien, merci beaucoup.
Voilà. Bon, Ouais, ça répond aux excuse-moi. questions. Si vous vouliez continuer. Non, non, moi, ça répond parfaitement à ma question. Je te remercie. Merci. C'est à nouveau Olivier d'Amio World. Oui. Donc nous, on s'intéresse aux NFT particulièrement pour le marché de l'art. Mhm. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à un collectionneur qui va nous demander la chose suivante? J'ai donc acheté une œuvre avec cette technologie et je fais une plus-value de 200% en 2 ans. Comment ça va se passer en termes d'imposition au moment où il va revendre son NFT? Alors Est-ce que déjà, c'est il y a la... deux choses. C'est-à-dire que au moment de celui qui va vendre la première vente, c'est-à-dire que ça va être l'artiste, là on est dans le domaine de l'art, la première Oui. vente, lui, il va toucher, il va pas, si le jeton au bout de 20 enchères, il se vend 20 000 euros, lui, il ne touchera pas les 20 000 euros, on est d'accord. Ça sera que la vente initiale. Après, nous, on a intégré dans notre smart contract le fait que le créateur va toucher des royalties quand même. C'est-à-dire qu'il va Parce toucher que des royalties à chaque vente. Bon. dans le domaine de l'art, le créateur, normalement, touche à chaque vente. Même Alors nous, si c'est ça. C'est-à-dire qu'on va troisième, toucher. quatrième, cinquième propriétaire. Est-ce que ça, c'est intégré dans votre Oui, oui, système? oui. En fait, on va prendre un exemple concret. C'est-à-dire qu'un artiste décide de vendre son œuvre, donc il va déclencher, donc il va créer son token, et ensuite il Oui. va vendre son token. D'accord? Donc il le vend, par exemple, j'en sais rien, 500 euros. Donc lui, il va toucher 500 euros. Et ensuite, celui qui va posséder peut le revendre au prix qu'il veut, etc. Et il va circuler. Donc lui, l'artiste n'aura touché que 500 euros. Mais il va toucher aussi des royalties à chaque fois qu'il y aura une vente. En fait, les royalties sont calculées que sur le gain. C'est-à-dire qu'il va récupérer un pourcentage des gains. Ça, je vais reprendre encore un exemple concret parce que souvent, c'est les chiffres parlent mieux. C'est-à-dire que si le premier acquéreur, on vend le jeton 1000, alors il l'a acheté 500, il revend 1000, et bien en fait, le créateur va toucher un pourcentage sur les 500 de bénéfices Ok. qu'a fait Si, le vendeur. Voilà. si Et à entre chaque le fois, collectionneur et l'artiste, il y a un marchand, on peut intercaler aussi des commissions pour des intermédiaires marchands. On est alors d'accord. non. Ah non? Là, Non. c'est direct. Alors Donc là, c'est vous êtes que sur le du créateur commerce qui va peer-to- toucher. Alors du pourquoi on veut faire ça aussi? peer-to-peer. Parce que justement, on veut un maximum valoriser les artistes à l'origine, comme les musiciens. Parce qu'aujourd'hui, les musiciens, on connaît assez bien l'univers, c'est que les musiciens ne gagnent pas grand-chose, finalement, c'est les producteurs qui gagnent beaucoup. Et donc c'est souvent les intermédiaires qui gagnent beaucoup et très peu finalement l'artiste en lui-même. Donc les commissions, il n'y en aura pas pour les intermédiaires. Par contre, si effectivement un intermédiaire décide d'acheter une collection de jetons d'un artiste en particulier, il pourra rajouter de la valeur ajoutée dans son jeton. Il pourra ajouter de la valeur ajoutée. Il pourra rajouter des données dans son jeton en tant que détenteur du jeton. Et c'est comme ça qu'il pourra leur donner de la valeur. Donc il pourra peut-être les acheter 500 et les revendre 10 000 parce qu'il aura rajouté des caractéristiques dans le jeton qui vont le valoriser. Mais par contre, il ne touchera pas de royalties sur les ventes. Ou alors il faut qu'il crée des jetons spécifiques. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que ce mode de commercialisation, du point de vue de l'artiste, est maintenant, du point de vue juridique, déclarable à la Maison des artistes? Est-ce que c'est dans le process habituel? Alors on n'a pas la réponse. En fait, je pense que peu ont la réponse, puisque juridiquement, les NFT n'ont pas encore trop préoccupé nos régulateurs, on va dire. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on a un peu un coup d'avance en disant que les NFT, on va les créer qu'avec des KYC AML, parce que je pense que ça va pas tarder à venir. Maintenant, en termes de fiscalité des jetons, alors un jeton, finalement, c'est un produit qui est vendu, hein, donc la première étape, au moment où l'artiste vend son jeton 500 euros, bah, c'est tout simplement du chiffre d'affaires. Hein. Donc Oui, donc il déclare ça comme si c'était de la reproduction mécanique de son œuvre, bon, même si c'est full digital. Et Voilà. au niveau du collectionneur, donc si le collectionneur revend à un autre collectionneur et qui gagne 100 euros, on va dire, Ouais. là c'est imposé à hauteur de 30%, c'est la Alors flat tax. écoutez, j'ai pas la réponse, je ne sais pas, mais en toute logique, vu ce qui est déjà sorti en texte sur le sujet, ça pourrait être il est fort probable que ça soit ça. C'est-à-dire que toutes les plus-values, alors en plus de ça, non, parce que les plus-values, c'est s'il y a conversion euro. Donc un jeton NFT, finalement, c'est comme un jeton, n'importe quel jeton. Donc ça veut dire que c'est que s'il y a conversion euro que vous allez payer Ah l'impôt oui, sur la plus-value. d'accord. Donc déjà, donc à la limite, si vous vendez vos jetons en Ether et que
Tant que c'est pas converti en euros, il n'y a pas d'imposition. Donc, tant que ça reste dans l'écosystème blockchain Ether, Ouais. le trésor public, on n'a pas de déclaration particulière à faire au trésor Alors je public. peux C'est ça que vous pas, voulez dire? c'est pas mon métier, je suis pas juriste, j'ai la réponse, hein, mais je peux pas l'affirmer, donc D'accord. je pèse ma réponse. Mais oui, c'est exactement ça, mais il faudrait quand même que ça soit confirmé par un avocat fiscaliste ou un expert comptable. Mais je peux vous dire que c'est oui, c'est ça, mais j'ai pas le droit de le dire oui officiellement. Ok, merci. Bah, écoutez, je vous remercie. S'il y a des questions, vous pouvez encore attraper le micro. Sinon, bah, encore une fois, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Le but étant d'avancer sur cette technologie, parce que la technologie blockchain, si on n'avance pas plus vite, les Français vont encore une fois être en retard à l'image d'Internet dans les années 90. Donc, bah, il faut y aller. On fait du POC, on fait beaucoup de POC en fait. Alors, on aimerait des fois être sur des cas un peu plus concrets que du POC, mais déjà, on avance beaucoup sur des POC et des MVP avec des sociétés. Donc, si vous avez dans votre entourage ou si vous-même vous êtes sur des professionnels dans n'importe quel domaine, hein, ça peut marcher aussi sur la logistique, on est prêt à vous accompagner pour travailler avec vous. Je vous remercie beaucoup et bah bon, c'est pas une blague, bon confinement à tous parce que malheureusement la nouvelle n'a pas été très bonne hier. Mais bah, profitez de ce temps un peu plus dispo pour participer à des webinars, vous renseigner sur la techno et puis bah voilà, bon courage à tous et bah, bon week-end de Pâques. Merci, au revoir.